Bonjour tout le monde. Le cours d'aujourd'hui s'intitule Les voies excrétrices de l'urine ou bien les voies urinaires excrétrices. Pour l'enseignement de ce cours, j'ai choisi le plan suivant. Je commence d'abord par une introduction. Ensuite, on va détailler les différentes parties des voies excrétrices de l'urine qui sont représentées par les calices, le pelvis rénal ou bien le bassinet et enfin les urétères. On terminera ce cours par quelques applications pratiques. Je commence par l'introduction. Sur cette diapo, nous avons une vue antérieure de l'appareil urinaire. Regardez bien, l'appareil urinaire peut être divisé en deux parties. Une partie supérieure qu'on appelle le haut appareil urinaire. Une partie inférieure qu'on appelle le bas appareil urinaire. Le haut appareil urinaire est formé par les deux reins ainsi que les voies excrétrices de l'urine qui sont représentées en rouge de haut en bas successivement par les calices, le bassinet ou bien le pelvis rénal et l'urétère. Donc cette partie, c'est le haut appareil urinaire. Le haut appareil urinaire représente la partie qui est située au-dessus de la vessie. Maintenant, la partie inférieure, la deuxième partie de l'appareil urinaire, c'est le bas appareil urinaire. Le bas appareil urinaire est constitué par la vessie et le canal qui est chargé d'évacuer l'urine vers l'extérieur du corps, représenté par l'urètre. Ce que vous voyez ici, c'est la prostate. C'est une glande génitale masculine. Les voies excrétrices de l'urine correspondent à des structures anatomiques qui assurent le recueil de l'urine. Ceci à partir des tubes collecteurs qui se trouvent à l'intérieur du parenchyme rénal qui font partie de l'unité fonctionnelle des reins représentée par les néphrons. Les voies excrétrices de l'urine sont colorées en rouge sur cette vue antérieure. Donc, ces voies assurent le recueil de l'urine ainsi que son transport jusqu'à la vessie. Au niveau de la vessie, l'urine va être collectée, donc elle va être stockée ici. La vessie constitue un réservoir pour les urines. Sur cette diapo, nous avons une coupe frontale passant par le rein et les voies excrétrices de l'urine. En fait, les voies excrétrices de l'urine peuvent être divisées en deux parties. Une partie supérieure et une partie inférieure. La partie supérieure est une partie intrarénale qui se trouve à l'intérieur du rein et qui occupe le sinus rénal. Le sinus rénal, c'est la cavité qui se trouve à l'intérieur du rein. La partie supérieure des voies excrétrices est représentée par les calices, c'est ce qu'on voit ici, ainsi que par cette partie-là qu'on appelle le pelvis rénal ou bien le bassinet. La partie inférieure des voies excrétrices, elle est extra-rénale. Elle se trouve à l'extérieur du rein et elle est représentée par les deux urétères. Tout en sachant que nous avons un urétère droit et un urétère gauche. Je passe maintenant à l'étude des différentes parties des voies excrétrices urinaires et je commence par l'étude des calices rénaux. Sur cette coupe passant par le rein, voici les différents calices rénaux. Par définition, les calices rénaux correspondent à des cavités collectrices des urines. Ces cavités sont situées au sommet des pyramides rénales. Voici les pyramides rénales qui présentent une base externe et un sommet interne. Ce sommet est en contact direct avec les calices rénaux.
on distingue deux types de calices. Nous avons les calices mineurs ou bien les petits calices et nous avons les calices majeurs ou bien les grands calices. Je commence par les calices mineurs. Voici les différents calices mineurs. Ces calices sont au nombre d'une dizaine en moyenne. Leur nombre varie entre 9 et 13 à peu près. Les calices mineurs ressemblent à des petits entonnoirs. Regardez bien leur forme. Ce sont des petits entonnoirs membraneux ayant une base externe et un sommet interne. Les calices mineurs vont se réunir par groupe de 2 ou bien de 3 calices comme ceci afin de former les calices majeurs ou bien les grands calices. Ça, c'est un calice majeur formé par un regroupement de 3 calices mineurs. Après les calices mineurs, nous avons les calices majeurs ou bien les grands calices. Sur cette vue, regardez bien les calices mineurs, les voilà, ainsi que les calices majeurs. Par définition, les calices majeurs ou bien les grands calices sont des cavités plus ou moins volumineuses. Ces cavités sont formées par la confluence de 3 ou 4 calices mineurs, comme ceci. Généralement, les calices majeurs sont au nombre de 3 et on distingue un calice majeur supérieur, un calice majeur moyen et un calice majeur inférieur. Les calices majeurs convergent obliquement en dedans pour former ce qu'on appelle le pelvis rénal ou bien le bassinet. Après les calices rénaux, je passe maintenant à l'étude du pelvis rénal ou bien du bassinet. Sur cette coupe frontale du rein, nous avons le pelvis rénal ici ou bien le bassinet. Ce pelvis rénal est formé par la réunion des calices majeurs. C'est un entonnoir à sommet inférieur et ce sommet se prolonge en bas par l'urétère. Le pelvis rénal ou bien le bassinet fait partie du pédicule rénal. Le pédicule, par définition, est l'ensemble des éléments qui sont réunis en faisceau et qui entrent ou bien qui sortent d'un organe à travers son île ou bien sa porte. Le pédicule rénal est formé par les vaisseaux artériels, veineux, lymphatiques ainsi que les rameaux nerveux auxquels s'associe le pelvis rénal ou bien le bassinet. En radiologie, le pelvis rénal ou bien le bassinet est appelé pilon. Après les calices rénaux et le pelvis rénal, je passe maintenant à l'étude des urétères. Sur cette vue antérieure de l'appareil urinaire, voici les deux urétères droit et gauche. Par définition, l'urétère correspond à un long conduit membraneux. Ce conduit véhicule l'urine du pelvis rénal ou bien du bassinet jusqu'à la vessie. Et ceci grâce à son activité contractile. L'être humain possède habituellement deux urétères, l'un droit, l'autre gauche. Je passe maintenant à l'anatomie descriptive des urétères. Je commence par l'origine, trajet, terminaison. D'abord, l'urétère, le voilà. Voici l'urétère droit. L'urétère fait suite au sommet du pelvis rénal et ceci se fait à hauteur du processus transverse de la deuxième vertèbre lombaire. La jonction entre le pelvis rénal et l'urétère
est appelée la jonction pyélo-urétérale. Voici la jonction pyélo-urétérale. L'urétère présente un trajet qui est dans l'ensemble oblique en bas et en dedans. Regardez bien. L'urétère traverse successivement 3 régions. Nous avons d'abord la région lombaire, ensuite la région iliaque et enfin la région pelvienne. Ainsi, on peut diviser l'urétère en 3 segments. Un segment lombaire, un segment iliaque et un segment pelvien. Je commence par le segment lombaire. Voici sur une vue antérieure de la voie excrétrice. On a le segment lombaire. Voilà. C'est un segment presque vertical qui s'étend de la jonction pyélo-urétérale et qui se termine au niveau du détroit supérieur. Le détroit supérieur, c'est la limite supérieure du pelvis. C'est un repère osseux qui va séparer le bassin en grand bassin et en petit bassin ou bien pelvis. Le détroit supérieur est formé latéralement par les 2 lignes arquées des os iliaques, en avant par la symphyse pubienne et en arrière par le promontoire. Après le segment lombaire, nous avons le segment iliaque. Le segment iliaque est la partie la plus courte de l'urétère. Elle se trouve en regard du détroit supérieur et au contact des vaisseaux iliaques. Ce segment est un peu concave en avant. Après le segment lombaire et le segment iliaque, nous avons le segment pelvien. Le segment pelvien s'étend du détroit supérieur jusqu'à la vessie. Ce segment décrit une courbe qui est concave en avant et en dedans. Ce segment pelvien peut être lui-même divisé en 3 portions. Nous avons une portion pariétale, nous avons une portion viscérale et nous avons une portion vésicale. Pour étudier la terminaison de l'urétère, nous avons une coupe frontale passant par la vessie. Voici la vessie coupée. Voici sa paroi postérieure. Voici l'urétère droit et l'urétère gauche. L'urétère se termine en s'abouchant dans la paroi vésicale. À l'intérieur de la vessie, l'urétère s'ouvre par ce qu'on appelle l'ostéum urétéral ou bien le méa urétéral. Ce méa s'ouvre au niveau de cette partie de forme triangulaire qu'on appelle le trigone vésical. Voici le trigone vésical ayant une base supérieure limitée de part et d'autre par les ostéums urétéraux et un sommet inférieur représenté par le col de la vessie. Je passe maintenant à l'étude de la morphologie de l'urétère. Regardez bien sur une vue antérieure. L'urétère apparaît comme un tube ou bien un conduit musculo-membraneux. Ce conduit est très contractile pour permettre l'évacuation de l'urine. C'est un conduit ou bien un tube ferme et qui est de coloration blanc-rosé. Les dimensions de l'urétère maintenant. Je commence d'abord par la longueur. Il faut savoir que la longueur totale de l'urétère est estimée en moyenne à 25 cm. Cette longueur est partagée comme ceci. La portion lombo-iliaque mesure
en moyenne 12 cm de long. La portion pelvienne mesure en moyenne 13 cm de long. Ainsi, la portion la plus longue est la portion pelvienne. Le calibre maintenant, il faut savoir que l'urétère en état de vacuité est un conduit aplati. Lorsqu'il est vide, il est aplati. Lorsqu'il contient de l'urine, son calibre varie de 3 à 5 mm. Tout en sachant que le diamètre de l'urétère présente deux rétrécissements. Le premier se trouve en regard du D3 supérieur. Le deuxième se trouve en regard de l'abouchement de l'urétère dans la vessie. Je répète, l'urétère présente deux vrais rétrécissements. Le premier se trouve en regard du D3 supérieur. Le deuxième se trouve en regard de l'entrée de l'urétère dans la paroi visible. La distance interurétérale maintenant, c'est la distance entre les deux urétères droit et gauche. En regard de leur origine en eau, la distance entre l'urétère droit et l'urétère gauche est estimée entre 7 et 8 cm. Maintenant, en regard de leur terminaison, plus précisément entre les deux ostéums urétéraux, la distance est estimée en moyenne à 2,5 cm. Je passe à la structure de l'urétère maintenant. Voici une coupe transversale passant par l'urétère. Ce que vous voyez ici, c'est la paroi urétérale. Ce que vous voyez au centre, c'est la lumière urétérale. L'urétère se compose de 3 couches ou bien 3 tuniques. De la profondeur à la superficie, nous avons la première couche qui correspond à la muqueuse de l'urétère, formée bien sûr par un épithélium urinaire et un chorion. La muqueuse urétérale est lisse, elle est de coloration gris rosé. Après la muqueuse, nous avons la couche intermédiaire ou bien moyenne, qui est la musculeuse. La musculeuse est une couche lisse formée par des fibres superficielles qui sont circulaires et des fibres profondes qui sont longitudinales. La dernière couche maintenant, la couche la plus superficielle ou bien la plus externe, elle est représentée par l'adventice. L'adventice, elle est formée par un tissu conjonctif. Les moyens de fixité de l'urétère. L'urétère est un organe qui est relativement mobile. L'urétère est maintenu en place par ses deux extrémités, c'est-à-dire l'extrémité supérieure représentée par la jonction avec le pelvis rénal ou bien le bassinet, et en bas, l'extrémité inférieure représentée par l'abouchement de l'urétère dans la vessie. Ces deux extrémités supérieures et inférieures permettent déjà le maintien en place de l'urétère. L'urétère est maintenu en place également par son adhérence au bord médial de l'urétère. Également, il est maintenu en place par son adhérence à la face postérieure du péritoine pariétal postérieur, comme le montre cette coupe transversale passant par la région rétro-péritonéale. Tout en sachant bien sûr que l'urétère est un organe rétro-péritonéal. Voici la région rétro-péritonéale représentée par le rein latéralement et l'urétère, et médialement par les vaisseaux rétro-péritonéaux. Nous avons l'aorte et la veine cave inférieure, ainsi que les lymphatiques et les nerfs. Regardez bien le péritoine pariétal postérieur
auquel adhère l'urétère. Je termine le chapitre de l'anatomie descriptive par les variations anatomiques et les malformations. Je commence d'abord par les variations anatomiques de l'urétère. L'urétère peut présenter un certain nombre de variations qui peuvent intéresser soit sa morphologie, soit son trajet, soit sa terminaison. La première variation, donc c'est la variation la plus fréquente, il s'agit de la duplication urétérale. C'est une variation en nombre. Ici, l'urétère peut être double. La duplication urétérale peut être unie ou bilatérale. Il peut s'agir d'un urétère double, donc soit sur un seul côté, soit sur les deux côtés. Également, la duplication urétérale, elle peut être totale comme elle peut être partielle. Elle peut être totale comme le montre ce schéma. Ici, nous avons un urétère double ou bien deux urétères qui naissent tous les deux à partir du pelvis rénal et qui s'abouchent tous les deux, chacun par un ostium, dans la vessie. Pour la deuxième variation, c'est l'urétère bifide ici. Regardez bien, une origine commune, une terminaison commune et au cours de son trajet, ici, nous avons deux urétères. C'était en ce qui concerne la première variation qui est la duplication urétérale ou bien urétère double. La deuxième variation, elle est représentée par le trajet rétrocave. Ici, comme le montre ce schéma, ici nous avons en bleu la veine cave inférieure. Regardez bien le trajet de l'urétère. En général, l'urétère passe en avant de la veine cave inférieure. Dans cette variation, l'urétère va passer d'abord en arrière de la veine cave inférieure, ensuite en dedans et enfin en avant de la veine cave inférieure. Après les variations anatomiques, nous avons les malformations ou bien les anomalies de l'urétère, donc qui causent généralement des problèmes. Les malformations urétérales sont nombreuses. Elles peuvent être à type de sténose, atrésie, méga-urétère primitif obstructif et enfin un abouchement ectopique de l'urétère. D'abord, la sténose et les valves urétérales, ce sont des replis de l'épithélium urétéral à l'intérieur de la lumière. La deuxième anomalie, c'est l'atrésie urétérale. L'atrésie, par définition, c'est une solution de continuité de la lumière urétérale. Et dans ce cas, l'urétère n'arrive pas à s'aboucher dans la vessie. Son extrémité inférieure va être fermée. Le méga-urétère primitif obstructif, c'est la malformation la plus fréquente. C'est une malformation congénitale d'apparition ou bien de découverte précoce en général. C'est une dilatation congénitale de l'urétère en amont d'un segment terminal obstructif. Comme le montre ce schéma ici, regardez bien, ici, la jonction pyélo-urétérale, c'est une jonction très rétrécie. Ainsi, il y aura une dilatation en amont ou bien en avant de ce rétrécissement. Il y aura une dilatation des cavités pyélo-calicielles. Et ça, c'est une urgence fonctionnelle et vitale parfois. La dernière malformation ou bien anomalie, c'est l'abouchement ectopique de l'urétère. Comme le montre ce schéma, l'urétère, au lieu de s'aboucher normalement dans la vessie, il peut s'aboucher soit dans l'urètre, soit dans le vestibule du vagin,
comme le montre ce schéma, soit dans le rectum, soit dans la vésicule séminale, qui est une glande génitale chez l'homme par exemple. Ce cliché permet une visualisation des voies excrétrices après une injection de produits de contraste iodé. En haut, nous avons les calices. D'abord les calices mineurs, ensuite les calices majeurs. Après, nous avons ici le pelvis rénal ou bien le bassinet, auquel fait suite l'urétère. Les urétères vont s'aboucher dans la vessie. Ici, on peut voir les trois portions de l'urétère. D'abord, nous avons l'urétère lombaire, regardez bien, qui est en contact ou bien il passe à côté de la colonne vertébrale lombaire. Ici, l'urétère iliaque et enfin l'urétère pelvien. On a terminé avec l'anatomie descriptive de l'urétère. On passe maintenant à l'anatomie topographique de l'urétère. Je commence d'abord par les rapports de l'urétère lombaire. Toujours sur une vue antérieure, voici en vert les deux urétères droit et gauche. En arrière, l'urétère lombaire répond au muscle psoas, le voilà. Il répond également au nerf génito-fémoral, plus précisément son origine. Voici le nerf génito-fémoral ou bien génito-crural, c'est une branche du plexus lombaire. En dehors maintenant, l'urétère répond au bord médial du rein, plus précisément la partie infra-hilaire du bord médial du rein. Il répond également au muscle psoas ainsi qu'au nerf génito-fémoral et au côlon descendant à gauche et le côlon ascendant à droite. En dedans maintenant, à droite ou bien du côté droit, l'urétère droit répond à la veine cave inférieure. Il répond au ganglion lymphatique satellite à cette veine cave inférieure ainsi que la chaîne sympathique lombaire droite. Du côté gauche, l'urétère gauche répond à l'aorte à distance. Cette vue antérieure montre les rapports de l'urétère. Regardez bien le rapport avec le muscle psoas, le bord médial dans sa partie inférieure ou bien infra-hilaire du rein. Ici, nous avons l'aorte. Ici, nous avons la veine cave inférieure. Sur cette vue antérieure toujours, regardez bien le rapport de l'urétère droit avec le côlon ascendant et le rapport de l'urétère gauche avec le côlon descendant. Ici, à droite, le rapport de l'urétère droit avec le séco-appendice pourrait être à l'origine d'une symptomatologie urinaire au cours des appendicites, c'est-à-dire au cours de l'inflammation de l'appendice vermiculaire. Les rapports antérieurs maintenant, il faut savoir que l'urétère lombaire présente des rapports vasculaires et des rapports péritonéaux. Je commence par les rapports vasculaires. Ces rapports sont représentés par les pédicules vasculaires des gonades, c'est-à-dire les vaisseaux génitaux, représentés par les vaisseaux testiculaires chez l'homme et les vaisseaux ovariens chez la femme. En plus des pédicules vasculaires des gonades, nous avons les vaisseaux coliques droits et les vaisseaux coliques gauches. Les rapports péritonéaux maintenant que présente l'urétère lombaire en avant peuvent être étudiés sur une coupe transversale passant par la région rétro-péritonéale. Sur cette coupe, voici le duodéno-pancréas.
Voici le côlon droit, voici le rein droit auquel il va être en contact l'urétère droit. Du côté droit d'abord, l'urétère droit va répondre aux fascias d'accolement postérieur qui sont représentés ici en bleu par le fascia d'accolement de Tolt et ici par le fascia d'accolement de Treitz. Du côté gauche, l'urétère gauche va répondre uniquement au fascia d'accolement de Tolt dans sa partie gauche. Sur cette vue antérieure, je peux mieux voir les fascias d'accolement postérieur représentés par le fascia d'accolement de Treitz et les deux parties du fascia d'accolement de Tolt. Voici la partie droite et la partie gauche. Après les rapports de l'urétère Lambert, je passe maintenant à l'étude des rapports de l'urétère iliaque. Voici l'urétère iliaque. L'urétère iliaque répond en arrière au vaisseau iliaque. L'urétère gauche d'abord va croiser l'artère iliaque commune ou bien l'artère iliaque primitive. Du côté droit, l'urétère droit croise l'artère iliaque externe. Regardez, l'artère iliaque commune se divise en artère iliaque externe et en artère iliaque interne. Le premier point de contact entre l'urétère droit et les vaisseaux iliaques se fait avec l'artère iliaque externe. En plus des rapports avec les vaisseaux iliaques, l'urétère iliaque répond également au tronc lombo-sacré ainsi qu'à l'articulation sacro-iliaque en arrière. Les rapports latéraux maintenant. L'urétère iliaque répond en dehors aux muscles psoas ainsi qu'aux vaisseaux des gonades, c'est-à-dire les vaisseaux génitaux, testiculaires chez l'homme et ovariens chez la femme. Les rapports médiaux maintenant. En dedans, l'urétère iliaque va être en rapport avec le promontoire. Le promontoire, c'est la limite postérieure du détroit supérieur et cette limite correspond à l'angle saillant formé par l'articulation du sacrum avec la dernière vertèbre lombaire. Les rapports antérieurs maintenant, ce sont des rapports péritonéaux. L'urétère droit, l'urétère iliaque droit, va répondre à la racine du mésentère. Il répond également au vaisseau iliocolique. À gauche, bien du côté gauche, l'urétère gauche va répondre au mésosigmoïde ou bien le mésocolon sigmoïde. Il répond également au vaisseau sigmoïdien. Cette vue endopelvienne montre le rapport de l'urétère droit avec l'artère iliaque externe. J'ai terminé avec les rapports de l'urétère iliaque. Je passe maintenant à l'étude des rapports de l'urétère pelvien. Je commence par l'étude des rapports du segment pariétal. Le segment pariétal, c'est la partie de l'urétère pelvien qui est en contact avec la paroi pelvienne latérale. Les rapports du segment pariétal sont des rapports un peu identiques chez les deux sexes. Il faut savoir que ce segment est en rapport intime avec les vaisseaux iliaques internes. Ces rapports du segment
pariétales vont être étudiés sur une coupe frontale passant par la paroi pelvienne latérale et par le rectum. Je commence d'abord par les rapports médiaux de l'urétère, toujours sur une coupe frontale passant par le rectum. Ici, nous avons l'urétère coupé. En dedans, l'urétère répond au péritoine pelvien viscéral. Voilà. Ce péritoine va descendre sur la face latérale du rectum et se réfléchit ensuite sur la paroi pelvienne latérale. Cette réflexion va former une sorte de cul-de-sac ou bien de fosse qu'on appelle le cul-de-sac pararectal ou bien la fosse pararectale. Ainsi, l'urétère se trouve en contact avec le cul-de-sac pararectal. Il répond également à la face latérale du rectum. Il répond à la gaine de l'artère iliaque interne. Il répond au rameau du plexus hypogastrique inférieur. C'était en ce qui concerne les rapports médiaux. Maintenant, les rapports latéraux sont représentés par la paroi pelvienne formée par l'os iliaque coupé sur cette coupe. La paroi pelvienne va être tapissée par le muscle ilio-psoas ainsi que le muscle obturateur interne. En plus de la paroi pelvienne latérale, ce segment pariétal de l'urétère va être en contact ou bien en rapport avec la veine iliaque interne, avec le nerf obturateur et avec l'origine des branches de division antérieure de l'artère iliaque interne, représentée par les vaisseaux ombilicaux, obturateurs et vésicaux internes. Les rapports postérieurs du segment pariétal de l'urétère pelvien sont représentés par l'artère rectale moyenne. En avant, ce segment pariétal va être en rapport avec le nerf obturateur ainsi qu'avec les branches antérieures de l'artère iliaque interne représentées par l'artère ombilicale, l'artère obturatrice et l'artère génito-vésicale. Chez la femme en plus, le segment pariétal de l'urétère pelvien va répondre à l'ovaire, qui est la glande génitale féminine. Il répond également au pavillon de la trompe. C'est la partie terminale de la trompe de Fallope ou bien de la trompe utérine. En plus, l'urétère pariétal va répondre à ce qu'on appelle le ligament large. Voici le ligament large. Le ligament large est une lame péritonéale qui s'étend du bord latéral de l'utérus jusqu'à la paroi pelvienne latérale. Ce ligament large constitue un moyen de fixité important pour l'utérus. Il présente deux parties, une partie inférieure, c'est ce qu'on appelle la base ou bien le paramètre, et une partie supérieure qui est le mésomètre. Donc le segment pariétal de l'urétère va être en rapport avec le ligament large. Sur cette vue antérieure, je peux voir le rapport de l'urétère avec l'ovaire et le pavillon de la trompe. Ce schéma correspond à une coupe sagittale passant par le ligament large. Le ligament large, il est coloré en jaune, le voilà. Lorsque je coupe le ligament large, je peux voir l'ovaire en haut. Ça, c'est la partie inférieure ou bien la base du ligament large qu'on appelle le paramètre. À l'intérieur du paramètre, je peux voir l'urétère coupé qui est coloré en vert ici. Après les rapports du segment pariétal de l'urétère pelvien, je passe maintenant à l'étude des rapports du segment viscéral.
Je commence par les rapports de ce segment chez la femme. Ce schéma correspond à une vue antérieure. Sur cette vue, je peux voir en haut et en marron l'utérus et en bas le vagin. En jaune, voici l'urétère pelvien. Chez la femme, le rapport le plus important de l'urétère est celui avec l'artère utérine. Voici l'artère utérine qui est une branche de l'artère iliaque interne et c'est l'artère nourricière de l'utérus. L'artère utérine va croiser l'urétère de dehors en dedans et d'avant en arrière. Ce croisement se fait à 1,5 cm environ en dehors du col de l'utérus. Voici le col de l'utérus qui se trouve à l'intérieur du vagin, qui fait saillie à l'intérieur du vagin. Donc l'urétère répond en avant à l'artère utérine. À ce niveau de l'urétère, ce rapport constitue le rapport le plus important. En plus du rapport avec l'artère utérine, en arrière, l'urétère va être croisé par l'artère vaginale. Voici l'artère vaginale. En plus, nous avons un rapport avec les veines utérines qui ne sont pas visibles sur ce schéma. Et enfin, nous avons un rapport avec les rameaux nerveux antérieurs du plexus hypogastrique inférieur. Toujours avec les rapports du segment viscéral de l'urétère pelvien chez la femme. Ici, nous avons une coupe transversale schématique passant par le pelvis chez la femme. En avant, nous avons la vessie en jaune, derrière laquelle je trouve le col de l'utérus ici. Et en arrière, nous avons le rectum. Voici l'urétère qui est coloré en jaune. Chez la femme, l'urétère pelvien dans son segment viscéral est en rapport avec le paramètre. Voici le paramètre ici en vert qui est la base du ligament large. Ce segment de l'urétère est en rapport également avec le récessus antérieur du vagin. Il est en rapport avec le septum ou bien la cloison vésico-vaginale. Il est en rapport avec le cul-de-sac vésico-utérin qui est formé par la réflexion du péritoine pelvien sur la vessie en avant. Enfin, ce segment de l'urétère est en rapport avec la base de la vessie. Chez l'homme maintenant, l'urétère ou bien le segment viscéral de l'urétère pelvien répond à la base vésicale. Donc voilà, sur une vue postérieure de la loge génito-vésicale chez l'homme. Voici l'urétère qui est coloré en vert. Voici la base de la vessie. En outre, l'urétère est en rapport avec la vésicule séminale qui est colorée en noir sur cette vue. La vésicule séminale est une glande génitale masculine. En plus, l'urétère est en rapport avec l'artère vésiculo-différentielle. Voici l'artère vésiculo-différentielle qui va irriguer la vésicule séminale ainsi que le canal déférent. Voici le canal déférent qui est coloré en noir. Il fait partie des conduits spermatiques. Enfin, l'urétère dans son segment viscéral est en rapport avec l'artère vésico-prostatique.
qui va irriguer la vessie ainsi que la prostate. Toujours sur une vue postérieure de la loge vésico-génitale chez l'homme, en agrandissement, je peux mieux voir le rapport entre l'urtère et le conduit déférent et la vésicule séminale. J'arrive maintenant au rapport de la dernière partie de l'urtère pelvien qui est la portion vésicale ou bien le segment vésical. Pour étudier ces rapports, nous avons une coupe frontale passant par la vessie. Voici les deux urtères, voici la paroi postérieure ou bien la base vésicale. Le segment vésical de l'urtère est un segment qui est fortement oblique en bas et en dedans. Ce segment traverse la musculeuse de la paroi vésicale. Il s'ouvre dans la cavité vésicale à l'intérieur de la vessie au niveau ou bien par ce qu'on appelle l'ostium urétéral ou bien le méa urétéral. Voici les deux méa urétéraux, droit et gauche. Ces méa urétéraux sont situés au niveau des angles latéraux de ce qu'on appelle le trigone vésical. Voici le trigone vésical ayant la forme d'un triangle à base supérieure et à sommet inférieur. Donc la base du trigone vésical est limitée de part et d'autre par les méa urétéraux. Le méa urétéral présente un repli muqueux qui va s'opposer au reflux vésico-urétéral. Ce repli agit comme une valve qui va empêcher le retour de l'urine de la vessie à l'urétère. L'urétère vésical présente en s'ouvrant dans la vessie par le méa urétéral un rétrécissement très court. J'ai terminé avec l'anatomie topographique de l'urétère. Je passe maintenant à la vascularisation des urétères. Je commence par la vascularisation artérielle. Il faut savoir que les artères qui irriguent l'urétère naissent à partir de l'artère rénale, naissent à partir des artères gonadiques ou bien génitales, c'est-à-dire les artères testiculaires chez l'homme et ovariennes chez la femme, naissent également à partir de l'artère iliaque commune ou bien primitive, naissent aussi à partir de l'artère iliaque interne, précisément à partir de l'artère utérine et l'artère génito-vésicale. Le drainage veineux des urétères maintenant. Il faut savoir que les veines urétérales se drainent dans les veines rénales, se drainent dans les veines gonadiques, c'est-à-dire les veines testiculaires chez l'homme et ovariennes chez la femme. En plus, les veines urétérales se drainent dans les veines vésicales et les veines utérines. Je termine le chapitre de vascularisation par le drainage lymphatique. Il faut savoir que les vaisseaux lymphatiques qui drainent les urétères sont tributaires des lymphoneux iliaques externes, des lymphoneux iliaques internes, des lymphoneux iliaques communs, des lymphoneux aortiques ainsi que des lymphoneux latéraux aortiques. L'innervation des urétères maintenant. Les rameaux qui innervent les urétères naissent à partir des plexus nerveux rénaux qui sont en contact avec les artères rénales. Les rameaux urétéraux naissent également à partir du plexus nerveux hypogastrique inférieur.
Je termine ce cours par quelques applications pratiques. D'abord, il faut savoir que les uretères peuvent être explorés par des examens radiologiques ainsi que par des examens endoscopiques. Les examens radiologiques sont représentés en général par ce qu'on appelle l'ASP, c'est un abdomen sans préparation, un cliché simple sans injection de produits de contraste. Ils peuvent être explorés également par ce qu'on appelle l'IUV ou bien l'urographie intraveineuse qui nécessite une injection de produits de contraste iodés. Les uretères peuvent être explorés également par ce qu'on appelle l'échographie qui utilise les ondes sonores, par la TDM ainsi que par l'IRM. Les examens endoscopiques sont représentés par l'urétéroscopie. Voici l'urétéroscopie qui consiste à introduire une sonde, une sorte de sonde donc, qui contient un endoscope qui permet de traverser et de visualiser l'intérieur de la lumière urétérale. À cause de son rapport intime avec l'artère utérine, le segment viscéral de l'urtère est directement menacé au cours de l'hystérectomie totale. L'hystérectomie, c'est une chirurgie qui consiste à l'ablation de l'utérus. Lorsqu'on fait une ablation de l'utérus, on est obligé à faire une ligature ou bien une suture des vaisseaux qui irriguent cet organe. Au cours de cette chirurgie, donc cette partie de l'urtère qui est en contact avec l'artère utérine peuvent être donc lésées accidentellement. L'obstruction de l'urtère par un calcul est appelée lithiase urétérale. Cette lithiase urétérale est secondaire à la migration d'un calcul qui se trouvait à l'intérieur du rein et qui va descendre dans la lumière urétérale. La lithiase urétérique constitue une vraie menace pour la fonction rénale. Ce calcul provoque, ou bien lorsque ce calcul est enclavé dans la lumière urétérale, il va être à l'origine d'une douleur atroce, une douleur très violente, importante. Cette douleur est caractéristique des calculs donc rénaux ou bien urétériques. Elle est appelée la colique néphritique. Cette lithiase urétérique entraîne une dilatation des voies excrétrices en amont ou bien en avant de l'obstacle. Ici, il y a un calcul qui va faire une obstruction de la lumière urétérale. Ainsi, les urines ne peuvent pas être évacuées normalement jusqu'à la vessie et on arrive à une dilatation de ces voies excrétrices. Cette dilatation est appelée l'urétérohydronéphrose et elle entraîne une insuffisance rénale avec une destruction progressive du parenchyme rénal. C'est une vraie urgence fonctionnelle et parfois même vitale. Cette image montre des cavités excrétrices à l'état normal et des cavités excrétrices dilatées. Le cours est terminé. Je vous souhaite un bon apprentissage.